Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va passer à la dernière partie, je crois, dans cette table ronde concernant les tumeurs à cellules géantes. Alors, dans laquelle on va parler un peu des actualités thérapeutiques dans la prise en charge de cette pathologie. Alors, je ne vais pas trop répéter les choses. Le docteur Jlidi a bien parlé de cela. Ça reste bien sûr des tumeurs qui sont rares, c'est 4 à 10% des tumeurs osseuses. Mais ce qui est important, que ces tumeurs auparavant considérées comme souvent bénignes, réellement, elles sont à agressivité locale, mais surtout avec un potentiel important de récidive loco-régionale. Et ce potentiel de récidive, il est fonction du degré d'activité tumorale. Ce degré d'activité tumorale, il est déjà prédit sur la présentation radiologique et bien sûr sur l'examen histopathologique. Alors, la prise en charge thérapeutique, elle est bien sûr essentiellement chirurgicale. Donc, il y a deux types de prise en charge chirurgicale. Donc, il y a le curetage intralésionnel avec comblement, qu'il soit osseusement ou bien donc osseux, et l'exercice tumoral avec reconstruction. Alors, pour le curetage intralésionnel, c'est une technique souvent considérée standard. Elle est simple, avec peu de complications, mais malheureusement avec un important taux de récidive. Par contre, pour l'exercice tumoral avec reconstruction, elle est souvent indiquée pour les localisations qui sont vraiment accessibles à cette chirurgie. Souvent, un sacrifice articulaire est nécessaire. Il y a plus de complications, certes, mais il y a peu ou pas de récidive. D'ailleurs, dans cette série de l'Institut Risoli, donc on voit bien que le taux moyen de récidive est quand même assez important. Il passe de 17% lorsqu'on fait un curetage intralésionnel avec comblement ossiment, et ça passe à 45% lorsqu'on utilise un comblement osseux. D'ailleurs, dans une grande série de l'EMSOS, on voit bien que parmi 677 patients traités par curetage comblement pour des tumeurs à cellules géantes, il y a quand même 174 récidives. Ces 174 récidives, presque la moitié ont été traités avec un deuxième curetage. Et parmi ces 82, il y a 6 patients qui ont fait une deuxième récidive, donc un troisième curetage, et un patient a eu une troisième récidive et donc un quatrième curetage. Et ce qui est important, c'est que ces récidives surviennent souvent dans les 2 premières années. Déjà, les 2 tiers des récidives surviennent dans l'année, dans la première année. Et donc cela a amené les chercheurs à se dire que peut-être qu'il faut associer à la chirurgie un traitement adjuvant afin de diminuer ce taux qui est quand même important de récidive locale pour une tumeur considérée auparavant comme bénigne. Et donc le traitement adjuvant, pour proposer un traitement adjuvant, il faut agir bien sûr sur les mécanismes physiopathologiques qui régissent cette maladie. Alors, la présentation précédente a bien expliqué donc, les mécanismes physiopathologiques des tumeurs à cellules géantes, mais globalement, les TCG, c'est la destruction osseuse par augmentation de la résorption de l'os. Et le premier responsable dans tout ça, c'est l'ostéoclaste. Et donc, il y a tout un micro-environnement cellulaire et un micro-environnement de médiateurs intercellulaires qui est régi essentiellement par ce couple RANK-ligand se fixant sur son récepteur RANK. Alors, toute cette cascade est déjà amorcée par les cellules tumorales stromales néoplasiques, et donc qui va amener donc, globalement à 2 choses, donc l'augmentation de l'ostéoclastogenèse, et deuxièmement, et par la suite, bien sûr, donc la formation de ces cellules géantes qui ont l'activité de résorption osseuse importante. Et là, on aura 2 mécanismes d'action sur le plan pharmacologique. Tout d'abord, les biphosphonates en tant qu'anti-ostéoclastique, et deuxièmement, le denosumab, ce fameux denosumab, en tant qu'anticorps monoclonal anti-RANK ligand. Alors, la question des biphosphonates a été déjà traitée sur des modèles in vitro, donc à l'échelle cellulaire. Donc, dans cette étude, on a mis en culture cellulaire des tumeurs à cellules géantes, donc les cellules des TCG, et donc exposé ces cultures cellulaires à 3 types de biphosphonates, à savoir l'alendronate, le pamidronate et le zéledronate connu communément pour les ométa. Et on a exposé ces cultures cellulaires à différentes concentrations. Et à chaque fois, on trouve que l'utilisation d'une biphosphonate était associée à une augmentation du pourcentage donc de la nécrose cellulaire ou bien de la mort cellulaire. Et bien sûr, en augmentant la concentration de la biphosphonate, on augmente le taux de mort cellulaire.
D'ailleurs, même sur les modèles donc, histologiques, on voit que après application, donc au niveau de la culture cellulaire de ces biphosphonates, il y a un changement morphologique qui est important au niveau de ces cellules géantes, et cela après 48 heures d'incubation seulement. Alors, ces cellules tumorales passent d'un aspect effilé, synonyme d'une activité cellulaire tumorale importante, à un aspect ovalaire ou bien rond, synonyme d'une moindre activité cellulaire tumorale. Et de là, donc, il y a eu plusieurs études étudiant in vivo, donc sur les patients, l'utilité des biphosphonates. Alors, il y a eu une importante, grande méta-analyse publiée il y a un an, qui a colligé plusieurs séries. Bien sûr, dans la majorité, ce sont des séries qui sont rétrospectives. Et dans ces séries-là, donc, on a des patients qui ont eu une chirurgie pour leur tumeur à cellules géantes. Ces patients-là étaient exposés à des biphosphonates, que ce soit en préopératoire, néoadjuvant, que ce soit en adjuvant, en post-opératoire, ou bien les deux, donc des biphosphonates en péri-opératoire. Et dans cette étude, donc, en comparant deux groupes, donc le groupe témoin, c'est-à-dire chirurgie seule, versus un groupe expérimental, chirurgie avec biphosphonate pré- ou post-opératoire, on voit que globalement, il y a une nette réduction qui est statistiquement significative du taux de récidive locale en utilisant les biphosphonates. Alors, en poussant un peu les choses, on a vu les sous-groupes, et donc on a vu l'effet des biphosphonates en fonction du stade de la maladie. Et on a trouvé que, quel que soit le stade de la maladie, donc stade 1, 2 ou bien stade 3, une maladie beaucoup plus agressive, l'adjonction des biphosphonates était associée à chaque fois à une baisse significative du taux de récidive locale. Une deuxième étude en sous-groupe était en fonction du type de la chirurgie. Et alors, pour les patients traités par un curetage intralésionnel, là, idem, l'apport, il est certain des biphosphonates avec une réduction aussi significative du taux de récidive locale. Par contre, pour les patients traités avec une exérèse chirurgicale, donc wide resection, là, il y avait une diminution, certes, du taux de récidive locale, mais qui n'atteint pas la significativité. Et alors, en conclusion de l'utilisation des biphosphonates en situation adjuvante, alors le biphosphonate contribue certes à une réduction du taux de récidive locale après chirurgie, et cela quel que soit le stade de la maladie, mais chose qui est certaine, c'est que le bénéfice est beaucoup plus important après curetage intralésionnel qu'après une chirurgie d'exérèse. Alors, le deuxième volet de ma présentation concernant les actualités thérapeutiques, c'est le volet de la prise en charge thérapeutique non chirurgicale. Parce que, comme on a dit initialement, la prise en charge est essentiellement chirurgicale, mais il y a certaines situations dans lesquelles la chirurgie n'est pas possible. Tout d'abord, il y a certaines localisations où la chirurgie est très difficile, où les tumeurs sont inextirpables. C'est souvent le cas des tumeurs sacrées ou bien les tumeurs à localisation axiale au niveau du rachis. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a des implants pulmonaires qui ne sont pas accessibles à une métastasectomie pulmonaire. Dans ce cas-là, le traitement est aussi non chirurgical. Alors, la première alternative concernant la chimiothérapie, donc, il faut savoir que la chimiothérapie n'a quasiment pas de place dans la prise en charge de ces formes localement avancées inextirpables de TCG. Donc, il y a quelques cas dans la littérature de réponse anecdotique à la chimiothérapie, notamment les anthracycliques, mais globalement, il faut savoir que la chimiothérapie n'a pas de place. Alors, la deuxième alternative, c'est la radiothérapie. Alors, vu la rareté de la tumeur, bien sûr, les études sont bien sûr rétrospectives, elles sont de faible effectif. Les doses qui ont été utilisées pour la radiothérapie, c'est aux alentours de 50 à 60 degrés. Et la radiothérapie était essentiellement indiquée en cas de rechute de tumeurs non résécables ou d'exérèse incomplète. Quand même, le taux de contrôle local par la radiothérapie n'est pas aussi mal. Il est de 70 à 85% à 5 ans après radiothérapie. Et la réponse est souvent sous forme de recalcification. Et parfois, on a des normalisations même de la fonction articulaire. Alors, les anciennes séries parlaient d'un risque de dégénération sarcomateuse qui était quand même assez important, de 25% d'après la série de Dali. C'est sous forme de sarcome de haut grade, surtout les ostéosarcomes et les sarcomes indifférenciés. Mais actuellement, et avec les nouvelles techniques, notamment le mégavoltage, on a des taux de transformation sarcomateuse actuellement plus faibles avec la radiothérapie. Alors, selon les guidelines américains de la NCCN, on a déjà les recommandations de 2021. Alors, ces recommandations n'ont pas changé depuis une dizaine d'années. Alors, on propose la radiothérapie
à chaque fois qu'on n'a pas d'autres alternatives thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité chirurgicale et on n'a pas accès à une autre thérapie de type denosumab essentiellement. Et dans ce cas-là, on peut proposer une radiothérapie. Réellement, l'indication, elle est vraiment exceptionnelle actuellement. Alors, après la radiothérapie, les biphosphonates. Alors, on a parlé des biphosphonates en situation adjuvante, post-opératoire, chez les malades opérés. Est-ce que les biphosphonates auraient une place dans ces formes localement avancées inextirpables? Alors, il faut dire que les études ne sont pas nombreuses, là aussi, parce que dès que les études ont commencé pour étudier la place des biphosphonates dans cette indication, il y a eu l'avènement du denosumab, et donc la recherche scientifique et médicale a dévié vers le denosumab, et on a délaissé cette question de biphosphonate en situation de maladie localement avancée non résécable. Quand même, on a certaines séries, c'est peut-être la plus grande série de patients traités par biphosphonate dans cette indication, et on a vu que dans ces situations-là, il n'y a quasiment pas de réponse. Donc, c'est surtout des stabilisations tumorales, voire dans quelques cas des progressions de la TCG. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est lorsqu'on obtient une stabilisation de la maladie sous biphosphonate, ces stabilisations sont souvent très prolongées. D'ailleurs, sur ce cas, il s'agit de deux scanners, des IRM, qui ont été faits à 5 ans d'intervalle. Donc, c'est une patiente qui a eu 5 ans de biphosphonate et qui a permis de stabiliser la maladie. Alors, globalement, les biphosphonates dans cette indication, il n'y a pas de réponse tumorale objective, c'est plutôt une stabilisation. Et si jamais on a indiqué les biphosphonates dans cette indication, c'est plutôt le zélodronate et non les autres biphosphonates. Alors, j'arrive au vif du sujet, donc à la molécule qui a fait couler beaucoup d'encre ces années-là. Déjà, le Dr Jlidi a bien introduit la question sur les mécanismes d'action du denosumab. Alors, juste un petit schéma pour reprendre l'idée. Donc, toute cette oncogenèse, elle est liée à ce couple RANK-ligand-RANK et l'OPG dont a parlé le Dr Jlidi. Alors, le mécanisme est simple. Le denosumab, c'est un anticorps monoclonal. Ce n'est pas une biphosphonate, c'est un anticorps monoclonal anti-RANK-ligand. Et lorsque cet anticorps monoclonal anti-RANK-ligand est appliqué, alors il va donc se fixer sur les récepteurs. Il va empêcher cette fixation récepteur-ligand, et donc il n'y aura plus de formation ostéoplastique et non plus de cellules géantes. Alors, le denosumab, donc il y a eu quelques études, mais vu la rareté de la maladie, c'était difficile de faire des essais de phase 3. Alors, il faut savoir que c'est la plus large étude amenée jusqu'au jour pour le denosumab. Donc, c'est une étude de phase 2. Et elle a pris deux cohortes. Donc, une première cohorte concernant des patients avec une maladie définitivement non résécable. Une deuxième cohorte, c'était des patients potentiellement opérables pour lesquels on a utilisé le denosumab en situation néoadjuvante. Alors, le schéma d'administration du denosumab, c'est la dose de 120 mg en subcutané. C'est une dose tous les 28 jours, sauf pour l'initiation du traitement où on ajoute deux doses de charge, donc AJ8 et AJ15 du traitement, puis les injections seront mensuelles. Alors, juste pour la première cohorte, c'est un traitement en continu, tant que le patient est en réponse et tant qu'il n'a pas de toxicité importante, donc on va poursuivre le traitement. Pour la deuxième cohorte, donc l'étude a prévu d'utiliser presque 6 mois de denosumab, puis chirurgie, et après la chirurgie, l'étude a permis de poursuivre le denosumab en adjuvant, donc en post-opératoire, pour un maximum de 6 mois. Alors, l'étude était très intéressante, puisqu'elle a montré des taux de réponse très intéressants. Alors, pour la première cohorte de malades non résécables, on a eu des réponses partielles, de l'ordre de 45%. Il y a eu même des cas de réponse complète. Et donc, globalement, c'est 99% de réponse complète, de réponse objective, pardon, ce qui est vraiment assez exceptionnel. Et alors, surtout, ce qui est plus intéressant, c'est la deuxième cohorte concernant les patients programmés pour chirurgie. Alors, chez ces patients-là, on a 22 patients, soit 96% de l'effectif, qui n'ont pas eu de chirurgie dans les 6 premiers mois. C'est-à-dire, grâce au denosumab, on a pu retarder 6 mois la chirurgie. Et 65% de cette cohorte ont même pu être retardés pendant 12 mois. Et ça, grâce à la réponse au traitement. Alors, pour le groupe de patients finalement opérés, 62%, donc 5 patients parmi 8, ont eu des chirurgies avec
moins des complications post-opératoires, moins qu'attendu en préopératoire. Donc, une moindre morbidité post-opératoire. Alors, sur le plan effet secondaire, donc, la tolérance, elle était très bien. Donc, on a eu quelques effets secondaires qui sont communs au biphosphonate, à savoir l'hypocalcémie qu'on a vu chez cette patiente, qui n'était pas grave, chez les patients. Et pour les cas d'ostéonécrose mandibulaire, donc on a eu 3 cas d'ostéonécrose mandibulaire qui n'étaient pas à taux quand même assez important. Et alors, grâce à cette étude, donc le denosumab, commercialisé sous le nom de XGEVA, a obtenu donc son FDA approval et il a obtenu son autorisation de mise sur le marché donc, dans 2 indications, soit en néoadjuvant à la chirurgie afin de faciliter la chirurgie ou de la rendre moins morbide. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est bien sûr les tumeurs à cellules géantes, localement avancées, non résécables ou bien récidivantes. Là aussi, le denosumab a eu l'AMM aux États-Unis et même en Europe. Mais la vie n'est pas toujours rose. Donc, comme ça a été déjà présenté par Dr. Slidi, on a une tendance dans certaines études à avoir plus de récidives chez les patients traités par denosumab. Et je vais un peu décortiquer cette question à travers une des études qui a peut-être le plus inclus de patients. Donc, dans cette étude-là, avec des patients qui ont des TCG, alors on a comparé 2 groupes, des patients qui ont eu le curetage, ou bien l'exérèse, et un deuxième groupe de patients qui ont eu la chirurgie avec du denosumab, que ce soit en néoadjuvant ou bien en adjuvant. Et alors, on a bien vu que dans cette étude-là, le taux de récidive après chirurgie était nettement plus important, donc il était multiplié par 4, dans le groupe de patients traités par denosumab. Alors, taux de récidive 60% en cas de denosumab, 16% seulement en cas de traitement chirurgical seul. Alors, on peut se demander pourquoi le denosumab ferait ça. Alors, tout d'abord, il y a des insuffisances d'ordre méthodologique pour pouvoir conclure à ça. Tout d'abord, les études sont rétrospectives. On n'a pas d'essai prospectif pour démontrer ça. Deuxièmement, dans cette étude qui a un nombre important de patients, les groupes étaient non équilibrés. Donc, on a 24 patients seulement dans le groupe denosumab versus 222 patients dans le groupe contrôle. Donc, c'est un grand déséquilibre des échantillons. Troisièmement, le groupe denosumab était d'emblée de plus mauvais pronostic. Et ça a été vu dans la majorité des études étudiant le denosumab. Déjà, on a des patients plus âgés dans le groupe denosumab. On a plus de localisation radiale distale qui, à elle seule, c'est une localisation très pourvoyeuse de récidive locale. Et on a plus de... Donc, il y a déjà un biais de sélection pour les patients traités par denosumab en néoadjuvant. Parce qu'en pratique courante, à chaque fois qu'on a une TCG facilement traitable par curetage, on va y aller directement. On ne va pas traiter le patient par denosumab en néoadjuvant. Et par définition, à chaque fois qu'on a utilisé le denosumab en néoadjuvant, c'est que c'était déjà une tumeur assez localement avancée avec une chirurgie initialement plus difficile. Et donc, devant tous ces éléments-là, on voit qu'il y a bien des biais de sélection en défaveur des groupes de patients traités par denosumab. Mais quand même, il y a certaines hypothèses qui peuvent expliquer cette surfréquence présumée des récurrences. Ça a été déjà bien dit dans la présentation précédente, c'est que le denosumab est un anticorps monoclonal anti-rancligant. Ce n'est pas un antitumoral, ce n'est pas un cytotoxique, et donc il va inhiber l'ostéoclastogénèse, certes, mais il n'aura pas d'effet direct sur les cellules tumorales malignes. Et deuxièmement, par un mécanisme de piégeage, donc les cellules tumorales vont être piégées dans un état de latence sous l'action du denosumab dans la matrice osseuse. Et là, on va s'attendre à ça. Dès qu'on va arrêter le traitement par denosumab, on aura une réactivation cellulaire tumorale et donc des récidives. Et donc, on peut utiliser le denosumab, mais il ne faut pas avoir trop peur. Alors, j'arrive à ma conclusion. Donc, les TCG sont rares, mais il faut insister toujours que la prise en charge, elle doit être multidisciplinaire. Le traitement est certes essentiellement chirurgical, par curetage intralésionnel ou par exérèse. Il n'y a pas de place à la chimiothérapie. Le denosumab, en tant qu'anti-rancligant,
est actuellement une drogue majeure dans la prise en charge des TCG, notamment localement avancée, inextirpable et ou multirécidivante. Pour la durée du traitement néoadjuvant, ce qui est recommandé selon l'étude Princeps d'enregistrement du produit, c'est 4 à 6 mois, si on veut être fidèle à l'étude d'enregistrement. Mais actuellement, on a de nouvelles études qui recommanderaient une durée plus courte, de l'ordre de 2 mois. C'est essentiellement peut-être pour prévenir ce sur-risque de récidive. Il y a avec le denosumab actuellement une moindre morbidité post-opératoire, ce qui est très important. Alors, cela via la réduction de la taille tumorale par l'ossification de la tumeur, mais attention aux récidives liées au denosumab. En post-opératoire et en voyant l'étude d'enregistrement, on a droit d'utiliser au maximum 6 mois de denosumab en adjuvant. Alors, un mot pour les biphosphonates. Les biphosphonates, quand même, elles ont un rôle intéressant dans cette indication, puisque en situation adjuvante, les biphosphonates ont bien montré, bien avant même l'ère du denosumab, une réduction importante du taux de récidive locale en adjuvant à la chirurgie, surtout après curetage. Et donc, je dirais que si jamais on aurait besoin du denosumab en néoadjuvant, donc oui, on peut l'utiliser en néoadjuvant, pour une durée de 2 mois, qui peut aller jusqu'à 6 mois, on fait notre chirurgie et en adjuvant, on a le droit, puisque ça a été déjà très bien démontré, d'utiliser les biphosphonates, notamment le zometa, en adjuvant. Comme ça, on éviterait le risque théorique de sur-récidive locale liée au denosumab et on va bénéficier de l'effet protecteur par la réduction du taux de par l'utilisation des biphosphonates. Je vous remercie.